Bonsoir mes amis, je n'avais pas nécessairement accès à la téléphonie aujourd'hui. Et là je sors et je reçois soudainement énormément de messages qui attirent mon attention sur les news au Royaume-Uni. Alors vous voyez, le Royaume-Uni a basculé. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de suivre le même chemin que les autres, que l'Allemagne, que l'Autriche, que d'autres pays de sinistre mémoire. Alors en fait, vous remarquez que nous avons voté pour le Brexit. Nous avons voté pour sortir de l'Union européenne. Ça a changé quoi? Rien du tout. Parce que la réalité, c'est soit tu es vendu au travers une institution comme l'Union européenne, ou à défaut, si ça marche pas, si tu te rebelles contre l'institution en question, on te vendra directement, c'est tout. C'est la différence entre acheter chez le grossiste et acheter au détail. Mais au fond, nous sommes vendus exactement aux mêmes intérêts. Donc aujourd'hui, il y a eu énormément de scandales. Alors, le premier scandale, c'était que l'année dernière à Noël, vous savez, ils avaient, entre guillemets, annulé Noël. Ils avaient interdit aux gens de se rencontrer. Et au-delà de Noël, qui est quand même la fête la plus sacrée, la plus importante pour beaucoup de monde dans ce pays, il y a le fait que énormément de gens sont morts à l'hôpital dans la solitude. Le personnel médical obéissait aux ordres, ils interdisaient à la famille de venir, y compris auprès de mourants. Donc beaucoup de personnes sont mortes dans la solitude, sans que personne ne puisse leur tenir la main. Pendant ce temps-là, ceux qui avaient imposé ces restrictions, ou c'est pas des restrictions, les restrictions c'est un euphémisme, Saddam Hussein n'imposait pas des restrictions, n'est-ce pas? C'était tout simplement des violations massives et graves et répétées des droits fondamentaux et des libertés civiles. Et en fait, ceux qui étaient à l'origine de cela, donc le parti conservateur, ils faisaient la fête. Eux, ils se sont rencontrés au number 10, numéro 10, Downing Street, c'est la résidence du Premier ministre, et ils ont fait une grosse teuf, d'accord? Pendant qu'ils interdisaient aux gens de se voir. Et on note au passage, au-delà de la teuf, au-delà de tout ça, on note au passage que ils n'ont pas eu peur. Ça veut dire que tout le discours qui nous ramenait à la télévision, au fond, ils n'y croyaient pas. D'accord? La journée évolue et on apprend qu'en fait, il n'y a pas eu une fête, mais il y en a eu 5, peut-être même 6 ou 7. Les langues commencent à se délier. Ça veut dire que pendant le temps où ils avaient enfermé, où ils avaient emprisonné à domicile toute une nation, eux, ils allaient les uns chez les autres, ils faisaient des fêtes avec des politiciens, des journalistes, et ils ramenaient des clowns, des Pères Noël, des ribauds, et tout ça. C'était la belle vie. D'accord? Mais que voulez-vous? Le peuple britannique n'est pas celui des années 40. C'est plus ce peuple résilient, résistant. Non, c'est un peuple, on va dire, obéissant et domestiqué. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le qualifier quand on le regarde d'un regard comme le mien, qui est un regard quelque part étranger. Je suis arrivé, il n'y a pas 12 générations dans ce pays, je suis arrivé une douzaine d'années, donc forcément je jette un regard un peu nouveau, un regard externe, même si quelque part j'en fais partie aussi. D'accord? Et en fait, donc, dans une échappée, dans une course effrénée en avant, que fait Boris Johnson? Il annonce qu'il passe à la télé, il annonce de nouvelles mesures, et là il introduit d'un coup le passeport sanitaire, il parle de confinement, et même il veut lancer un débat sur la vaccination obligatoire, ce qui veut dire qu'il va le faire. D'accord? Chaque fois qu'ils veulent parler de quelque chose ou qu'ils annoncent une idée potentielle d'eux, c'est qu'ils vont le faire. C'est juste qu'ils sont en train de tester un petit peu la température. Voilà. Donc, vous le savez, donc le Royaume-Uni plonge, hein, c'est ça. Donc c'est un pays qui plonge, comme les autres. Il est vendu donc à des intérêts
des intérêts étrangers, des intérêts privés en fait, des intérêts idéologiques, et ça date pas d'hier en fait. Il y a 10 ans, vous auriez pu le voir, sauf que là ça va crescendo et ça atteint des proportions où ils ne peuvent plus le cacher. En termes de crimes contre l'humanité, les régimes occidentaux, là ils travaillent à domicile. Mais si vous allez demander à d'autres peuples qui ont été bombardés, qui ont été déplacés en masse, qui ont vécu le cauchemar par le truchement des régimes occidentaux, hein, c'est le classique, on connaît, hein, d'accord ? Toujours une nouvelle qui sort, les médias qui vont l'animer, la faire bouillir et tout ça, hein, rappelez-vous les armes de destruction massive de Saddam, de la pleurniche, des hommes politiques qui se disent inquiets, il faut une action, puis on va bombarder. En réalité, avant même qu'on parle, avant même que cette fameuse chose soit découverte dans un média ou sortie par un média, les bombardiers étaient déjà prêts. On attendait juste le scénario qu'on prépare avant de pouvoir le lancer, c'est tout. La seule différence par rapport aux crimes qui étaient commis à l'étranger, aujourd'hui les crimes sont commis à domicile. C'est tout. Ils jouent à domicile maintenant. C'est la grande différence, n'est-ce pas ? Je profite de cette vidéo aussi pour vous parler de la dernière vidéo. La dernière vidéo sur Zemmour a suscité énormément de commentaires. Il y a plus que 1000 commentaires dessous. J'ai essayé d'en lire. J'en ai lu probablement 500. Et je continue à en lire. D'accord ? En termes de likes et de dislikes, puisque YouTube le cache, je peux vous le dire. Elle est likée à 85%, ce qui est relativement bas par rapport à mon habitude, mais ça reste quand même une majorité écrasante était d'accord avec le contenu de la vidéo. 85% quand même. Bon. Il y a des gens qui ont exprimé leur désaccord avec le propos de la vidéo, et je peux comprendre leur désarroi. Néanmoins, j'aimerais vous dire que on ne réfléchit pas, on n'analyse pas la situation au même niveau. Toi, tu l'analyses au niveau de ta propre gueule, tu l'analyses comment toi tu vois, comment toi tu reçois l'info. Moi, je l'analyse à un niveau plus global. C'est tout, c'est la différence entre nous. Dans la dernière vidéo, je n'ai jamais dit ou je n'ai jamais voulu ni même analyser le fond de la pensée ou le fond du positionnement idéologique de Zemmour. Je n'ai pas dit que c'était bien, je n'ai pas dit que c'était pas bien. C'est même pas l'autre problématique. J'étais dans une logique de réel politique pure. Est-ce que ce discours-là est vendeur ? C'est tout. Est-ce que ce discours va parler à l'électeur moyen, va parler à l'électrice moyenne, à la ménagère, okay, qui ne regarde pas les social media et qui, quand elle regarde les médias sociaux, elle va regarder des Instagrammeuses qui vendent du maquillage. Okay, c'est là où s'arrête sa démarche de réinformation. C'est une personne très respectable, qu'on doit respecter, et c'est une personne qui représente énormément de monde. Est-ce que le discours de Zemmour parle à ce genre de personnes ? La réponse est non. Parce que des mouvements pour la France, des Gollnisch, des De Villiers, des Le Pen et tout ça, on en a vu ces 20 dernières années. Et ça ne va nulle part. Il y a un paradoxe, mais c'est pas vraiment un paradoxe. Il y a un paradoxe chez le Français. Le Français, il y a une guerre contre lui. C'est une guerre de la pire espèce. C'est une guerre ethnique. Les guerres ethniques, il n'y a rien de pire, mes amis, parce que c'est des guerres d'annihilation. Okay, c'est violent. Et ça se joue sur la durée. Les gens qui font ça ne sont pas pressés. Ils le font sur la durée. Et sur la durée, si on fait une courbe, on voit bien où elle va. Il y a une guerre. C'est très violent. Le problème, c'est que le paradoxe, c'est que tu ne peux pas, hein, si tu arrives sur le plan électoral et tu dis aux Français que je vais te sauver, que je vais te remonter ton pantalon, eh ben, il votera contre toi. Voilà le truc. Okay, et ça, c'est le paradoxe. C'est la constante, on va dire, de la politique française.
Paradoxe de la politique française, c'est ça. C'est que tu es obligé de défendre le français contre lui. Tu es obligé de le défendre sans le lui dire. Voilà ce que je reproche à Zemmour. Zemmour, je lui reproche aujourd'hui d'avoir eu l'ego plus grand que la tête. Ça veut dire que, au lieu de... Il a été bridé pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les médias. On a porté plainte contre lui. Il est apparu devant la 17e. C'est un ancien combattant, lui. Donc, il a beaucoup morflé. Aujourd'hui, il est candidat. Il a les caméras, il a les flashs, il a les directs. Et donc, la tentation chez lui est très forte de prendre une revanche, que le journaliste, aujourd'hui, ressorte et prenne sa revanche. Qu'il puisse parler, qu'il puisse dire tout ce qu'il pense. Et j'ai l'impression que par moments, il succombe à cela. Et en succombant à cela, il utilise sa carte électorale pour peser sur le débat, pour lancer des idées, pour lancer des polémiques. Mais en vérité, il ira nulle part. Il ira nulle part, non pas parce que son idéologie ou son positionnement est fondamentalement mauvais ou fondamentalement faux, ce n'est pas la question. C'est tout simplement parce que sur le plan purement électoraliste, sur le plan de la réelle politique, ce qu'il fait s'appelle du suicide. Voilà l'idée. D'accord ? Alors je peux me tromper. On verra. Là, c'est pas un investissement sur la durée. Là, on sera fixé bientôt. On est en décembre. Hein, on sera fixé assez rapidement. Dans un bon trimestre, on aura la réponse. Okay ? Mais c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que je pense que, et c'est pour ça que je lui en veux quelque part, parce qu'il était parti avec un bon capital de sympathie et de popularité, mais parce qu'il ne sait pas tenir sa langue, parce qu'il a envie absolument de dire certaines choses, voilà. Il finira comme beaucoup d'autres avant lui ont fini. Vous voyez le truc ? C'est ça. Enfin, mes amis, vous savez, honnêtement, je suis pas très convaincu de l'avenir du blanc. Il y a un problème avec le blanc. C'est que il est obéissant, mais il n'y a pas de vie avec lui parce que le monde occidental est parcouru par énormément de folie et il saute d'une folie à l'autre et là nous approchons réellement d'une situation de la somme de toutes les idéologies. Et on va arriver avec un monde où les vivants regretteront, seront jaloux des morts. Ok ? C'est ça qui m'inquiète un peu. Regardez, je ne sais pas moi, regardez sur le plan idéologique, regardez les Allemands et les Autrichiens où ils en sont. Honnêtement, chez eux, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec leur salam alek, avec leurs excuses et leurs courbettes contrites et obséquieuses. J'ai toujours eu du mal avec ça. Pour moi, les regrets qu'ils semblent afficher pour les crimes auxquels ils ont participé durant les années 40 et 30 et tout ça, pour moi, c'est plutôt du folklore germanique. C'est du folklore. Sur le plan moral, sur le plan des valeurs, il n'y a rien derrière. C'est vide, c'est du vent. Ils ont juste grandi en faisant des salam alek sur certains sujets, ils le font, ils le répètent. Ils ne font que suivre les ordres, en fait. C'est tout. Mais le problème, aujourd'hui, on réalise que sur le plan moral, les élites occidentales n'ont pas fait beaucoup de chemin. J'espère que vous ne me croyez pas assez cave pour croire à la version officielle de la Deuxième Guerre mondiale. Quand je parle de Deuxième Guerre mondiale, j'en parle dans le plan, et j'utilise ces références, j'en parle dans le plan conventionnel, dans le plan où elle est conventionnellement expliquée. Cela dit, c'est la Deuxième Guerre mondiale, si le récit de la géostratégie de la Deuxième Guerre mondiale et du positionnement idéologique des uns et des autres était vrai,
Ça serait la seule chose vraie qu'on nous ait racontée sur ces 100 dernières années. Vous regardez sur ces 100 dernières années, vous n'avez même pas besoin d'aller loin. Vous regardez durant le courant de votre vie, toutes les guerres qui ont eu lieu étaient sur la base de mensonges qu'on a découvert après. Okay. Si cette guerre-là, on nous a dit la vérité à son sujet, c'est que franchement, on serait dans un accident de narratif. D'accord ? J'ai plusieurs théories sur ce sujet-là, sur cette guerre. Une des théories, c'est que c'était pas le bien contre le mal, c'était le mal contre le mal. C'est deux formes de mots qui se battaient. C'était le nazisme germanique contre le nazisme anglo-saxon, on va dire. Ils sont pas très différents sur le fond, mais ils ont des expressions différentes. Par exemple, le nazisme germanique est peut-être plus antisémite que le nazisme anglo-saxon, mais sur beaucoup de choses, ils se rejoignent. D'accord ? En tout cas, par la suite, bien sûr, l'histoire est écrite par les vainqueurs, forcément. Je vais me taire, comme on dit. Je vais garder le puits avec son couvercle sur cette chose-là. Mais bon, je vous le dis une fois, je ne le répéterai pas une deuxième fois dans une autre vidéo. Mais je vous le dis. D'accord ? Je vous le dis. À propos, il paraît qu'il y a une guerre avec la Russie qui couve. Alors honnêtement, moi, je l'accueillerai comme une bonne nouvelle. Parce qu'au point où nous en sommes, si une guerre avec les Russes peut arriver et qu'elle peut ruiner nos élites, je suis tout à fait preneur. D'accord ? Parce que compter sur une révolution, ça n'arrivera jamais. Connaissant la domestication idéologique des peuples occidentaux, je pense que ça n'arrivera jamais. Okay ? Parce que la dictature dans laquelle tu vis n'est pas proportionnelle nécessairement à la malignité des gens qui te dirigent. Elle est plutôt inversement proportionnelle à l'intelligence et à la culture et à l'éveil des populations dirigées. Plus les populations dirigées s'enfoncent sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan de leur éveil citoyen et autres, plus on leur marchera dessus. Et plus ils accepteront, ils seront heureux. Et ils défendront même la semelle. D'accord ? Donc, je disais que transformer un pays en environnement carcéral, ça coûte cher. La dictature, c'est pas gratuit. Ça coûte. Alors si la Russie pouvait causer un petit merdier et que ce merdier-là fasse que, voilà, il y ait des dépenses militaires excessives et tout ça, moi je serais tout à fait preneur. Ça nous permettra de changer d'idée, quoi. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on parle de la même chose. Alors soudain, si on a une guerre avec la Russie, on pourra changer de sujet. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Enfin, mes amis, je vous laisse. Je suis trop noir ce soir. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais rentrer chez moi, d'accord. Je vais rentrer chez moi et puis on se verra une autre fois, quoi. Honnêtement, je vous cache pas. Je vous donne un exemple. Avant de partir. Je vous donne un exemple. Je vous raconte un truc. Vous savez, quand j'étais en Algérie, durant la guerre civile, si vous l'appelez comme ça, il y avait des fois, la radio-trottoir, il y avait des fois des gens qui étaient, genre quelqu'un qui est par exemple menacé. On sait qu'il est dans la ligne de mire, on sait. D'accord ? C'est la radio arabe qui le dit, mais on le sait, comme ça. C'est dans l'air du temps. Et en fait, ce qu'on évite de faire, c'est tout à fait logique, c'est qu'on évite de rester avec lui. On évite de s'asseoir au café avec lui. On évite de jouer au domino avec lui. Parce qu'en fait, tôt ou tard, n'est-ce pas ? Tôt ou tard, on sait qu'il va morfler. Et on n'aimerait pas morfler par dégâts collatéraux. Ok ? Vous comprenez cette histoire ?
Donc le problème du blanc aujourd'hui, occidental, c'est qu'il est exactement dans la ligne de mire. Ça veut dire que vivre dans les pays occidentaux est un risque. C'est un énorme risque aujourd'hui de vivre dans les pays occidentaux. D'accord ? Parce que si cette histoire s'arrête, une autre commencera. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. J'ai l'impression qu'ils ne connaîtront jamais la paix. Et donc la seule chose, moi, que je dois considérer, c'est que peut-être j'ai émigré au mauvais endroit, quoi, à un moment donné. Je dois me dire que je tente de réveiller, je tente de parler, et tout, je prends des risques et je me fais pas que des amis avec ça, mais qu'au final, si je peux pas les réveiller, je n'ai pas assez de légitimité pour lancer une révolution, je suis même pas né là. Je peux pas arriver dans un pays et lancer une révolution dedans. D'accord ? Il faut y naître. Tu me diras que Yasser Arafat était né en Égypte, mais bon, c'est un ami qui m'a dit ça. Mais bon, il y a un moment donné, il faut prendre des décisions, quoi. Aujourd'hui, je peux toujours partir. Mais viendra un jour, je ne pourrai pas partir. J'ai pas envie d'avoir 70 ans au milieu des Blancs qui sont victimes d'une guerre ethnique et morflés, alors que je n'étais même pas morflé pour autre chose. Parce que là, chaque fois, ils vont inventer autre chose. Il n'y aura plus la paix, c'est fini. On ne peut pas vivre dans le cavode avec eux, c'est pas possible. Chaque fois, ils inventeront quelque chose. Alors, c'est quoi la prochaine chose qu'ils vont inventer ? Ça sera quoi ? D'accord ? Aujourd'hui, je peux partir. Mais peut-être qu'un jour, j'aurai 70 ans, je serai vieux, et ils inventeront encore une énième abomination, et je serai obligé de la souffrir en silence. Parce que je serai trop vieux, trop faible pour partir. Vous voyez ce que je veux dire ? Trop noir. Je suis désolé de publier cette vidéo, mais on doit se dire des choses, quoi. À bientôt, mes amis.